Vous êtes à une semaine de votre mariage de rêve. 200 invités. La robe parfaite. L'homme que vous aimez qui vous attend à l'hôtel. Mais en passant devant la chambre de vos parents, vous entendez des voix qui vous glacent le sang. Elle va se tenir là-haut comme la ratée pathétique qu'elle a toujours été, a sifflé ma mère. 200 personnes vont enfin voir ce que nous avons toujours su. Puis vint le rire de ma sœur, tranchant comme du verre brisé. J'ai caché la poche d'encre rouge dans le bouquet. Antoine la larguera avant même la découpe du gâteau. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait éruption dans la chambre pour exiger une explication. C'est ce que l'ancienne Juliette, celle qui cherchait désespérément à plaire, aurait fait. Au lieu de cela, je me suis reculée de la porte. Mes talons n'ont fait aucun bruit sur l'épaisse moquette du couloir de l'hôtel Georges V. Le silence est l'arme la plus bruyante que je possède. J'ai passé ma carte magnétique et je me suis glissée dans ma suite. C'était une chambre junior, assez modeste pour coller à ma couverture d'assistante virtuelle en galère, mais payée par une société écran que je contrôlais. J'ai verrouillé le pen dormant. Puis j'ai mis le loquet de confidentialité. C'était la dernière fois que Juliette la fille existait. Dans le silence de cette chambre, elle s'est évaporée. Je suis entrée dans la salle de bain et j'ai ouvert la douche à fond. La vapeur a commencé à remplir la pièce, un bouclier de bruit blanc contre le monde. Je ne pleurais pas. Les larmes sont un gaspillage d'hydratation. J'ai fouillé dans le double fond de mon bagage à main et j'en ai sorti mon ordinateur portable. Ce n'était pas l'ordinateur cabossé que j'utilisais pour les appels vidéo familiaux, où je me plaignais du prix des loyers parisiens. C'était une forteresse en fibre de carbone, avec cryptage biométrique. Mon empreinte digitale a déverrouillé le système en 0,2 de seconde. L'écran n'affichait pas un fond d'écran de chat ou de coucher de soleil. Il affichait le flux de données en direct d'Aura. 50 millions d'euros de valorisation, 300 employés. Et une fondatrice fantôme. Moi, pour mes parents, j'étais la fille qui tapait des emails pour 20 € de l'heure. Pour le monde de la tech, j'étais l'architecte de la plateforme de biens, être la plus sécurisée de l'hémisphère. Il pensait chasser une souris. Il venait de marcher sur la queue d'un dragon. J'ai ouvert le terminal de commande. Je n'ai pas hésité. Mes doigts volaient sur les touches, exécutant une commande que j'avais écrite il y a 6 mois, juste au cas où. Protocole Obsidienne. C'était un plan d'urgence conçu pour une OPA hostile. Mais il fonctionnait tout aussi bien pour une prise de contrôle familiale hostile. Il gelait les actifs. Il signalait les comptes. Il lançait un audit forensique approfondi sur chaque point de contact financier associé à mon nom. Puis, j'ai passé l'appel. Une sonnerie. C'est tout ce qu'il a fallu. Thierry a répondu. Pour mes parents, Thierry était leur conseiller financier de confiance. Un peu maladroit, qui les aidait à gérer leurs investissements. Pour moi, il était mon chef de la jury-comptabilité, placé dans leur vie il y a 2 ans pour surveiller le trou noir de leurs dépenses. Me Valois, athée, il dit. Sa voix était sèche, professionnelle. Nous sommes en direct. Exécutez le gel. Ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Et Thierry? Envoyez-moi le dossier complet. Les faux, le vol, tout. Je veux que le coup de grâce soit prêt pour le dîner de répétition. J'ai raccroché. Je me suis regardée dans le miroir. La vapeur avait embué la glace, floutant mon reflet. Bien. La fille qui voulait que sa mère l'aime était partie. La PDG était aux commandes maintenant. Et les affaires allaient reprendre. Pour ma famille, je suis un bruit de fond. Je suis la tâche sur l'objectif de leur vie parfaite. Ils disent à leurs amis du club de golf que je me cherche, ce qui est un code pour chômeuse et embarrassante. Ils pensent que je vis dans un studio en banlieue parce que je ne peux pas me permettre mieux. Ils pensent que je porte peu de maquillage et des vêtements simples parce que j'ai renoncé à être belle. Ils voient une femme qui tape des emails pour le SMIC et mange des nouilles instantanées au dîner. Ils regardent un mirage. La vérité, c'est que je ne porte pas de marque de luxe parce que je n'ai pas besoin d'afficher ma valeur nette. Je ne vis pas dans un penthouse parce que je privilégie la vie privée au prestige. Et je ne travaille pas pour un patron. Je suis le patron. Aura n'était pas un coup de chance. C'était une croisade calculée. Je n'ai pas bâti un empire de 50 millions d'euros pour acheter des yachts ou des îles privées. Je l'ai bâti pour nettoyer le désordre laissé par mes parents. Philippe et Catherine Valois ne sont pas juste des arrivistes. Ce sont des vampires financiers.
Ils ont passé 40 ans à emprunter de l'argent qu'ils n'avaient jamais l'intention de rembourser. J'ai grandi en ouvrant la porte à des voisins en larmes qui avaient confié leur fonds de retraite à mon père pour le voir acheter une nouvelle Mercedes pendant qu'ils perdaient leur maison. J'ai grandi en regardant ma mère charmer des entrepreneurs pour obtenir des services gratuits, puis les dénigrer quand la facture arrivait. La honte de leur cupidité a été le carburant de mon ambition. Alors, je suis devenue la nettoyeuse. J'ai utilisé mon premier million pour rembourser anonymement les 3 familles que mon père avait mises en faillite dans les années 90. J'ai créé des sociétés écrans pour régler les dettes qu'ils avaient abandonnées. Je voulais que le nom Valois signifie autre chose que le vol. Mais la plus grosse ligne de mon grand livre personnel n'était pas les voisins. C'était eux. Depuis 5 ans, mes parents n'ont pas versé un seul centime pour l'hypothèque de leur manoir en Normandie. Ils se prennent pour des génies de la finance qui ont négocié un plan de report brillant. Ils se vantent que la banque les adorait. Ils n'ont aucune idée que la banque a vendu la créance à une holding appelée Fonds Obsidienne. Je possède le Fonds Obsidienne. Je paye leur hypothèque, leurs impôts fonciers et leurs assurances chaque mois. Je l'ai fait pour qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête. Je l'ai fait parce que, malgré tout, je voulais désespérément qu'ils soient les parents que je méritais. Je pensais que si je les gardais en sécurité, si j'enlevais la pression financière, ils arrêteraient peu. Être l'escroquerie. Ils me regarderaient peu, être enfin. Au lieu de cela, ils ont pris l'argent que je leur économisais et l'ont déversé sur Chloé. Ils ont financé son blog lifestyle, qui fait 12 vues par jour. Ils lui ont acheté le matériel photo, la garde-robe, les voyages à Mykonos. Ils l'appellent la star. Ils m'appellent l'exemple. À ne pas suivre. Ils s'assoient à table, mangeant de la nourriture achetée avec le capital que j'ai préservé, et riant du fait que je dois reprendre ma vie en main. Ils se tiennent sur une plateforme que j'ai construite, tenant un marteau, prêts à me briser les genoux. Ils pensent que je suis faible, parce que je suis silencieuse. Ils ne comprennent pas qu'en affaires, l'associé silencieux est généralement celui qui détient la majorité de contrôle. Ils veulent m'exposer comme une ratée? Très bien. Je vais leur montrer exactement à quoi ressemble le succès. J'espère juste qu'ils apprécieront la vue depuis le trottoir. Les gens me demandent pourquoi je suis restée. Ils demandent pourquoi une femme capable de négocier des acquisitions de plusieurs millions sans sourciller inviterait à son mariage les personnes mêmes qui ont passé une vie à démanteler son estime de soi. C'est une question logique. En affaires, si un actif est toxique, vous le liquidez, vous coupez vos pertes. Mais la famille n'est pas une entreprise. C'est une secte. Pendant des années, je me suis dit que j'étais la plus mature. Je me suis dit que mon silence était une forme de dignité. Mais c'était un mensonge. J'étais piégée dans la chaîne invisible du survivant. C'est une prison sans barreaux, construite sur l'espoir désespéré et enfantin que si je performais assez parfaitement, si je me faisais assez petite, ils me verraient enfin. Je pensais que si je les sauvais de la faillite, si je réparais discrètement leurs erreurs, la transaction finirait par s'équilibrer. Je pensais pouvoir acheter leur amour avec ma compétence. Je ne comprenais pas que pour un narcissique, un sauveur n'est qu'un serviteur avec un meilleur titre. En cachant mon succès, je ne me protégeais pas. Je validais leur délire. J'ai joué le rôle de la freelance en galère parce que ça permettait à Chloé de se sentir grande. J'ai tamisé ma propre lumière pour que ma mère n'ait pas à plisser les yeux. J'ai accepté leur pitié parce que c'était la seule forme d'attention qu'ils étaient capables de donner. Ce soir, assise dans l'obscurité de ma suite d'hôtel, la chaîne a cassé. J'ai réalisé que ma vie ordinaire n'était pas un déguisement. C'était une cage. J'avais passé 29 ans à auditer mon propre comportement, cherchant l'erreur qui me rendait impossible à aimer. Mais les comptes étaient truqués depuis le début. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de pouvoir. Et pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas leur approbation. Je cherchais un retour, sur investissement. Le dîner de répétition fut une masterclass de guerre psychologique. Nous étions dans un bistrot chic de Saint-Germain-des-Prés, le genre d'endroit où le menu n'a pas de prix et où l'éclairage est conçu pour cacher les cicatrices de chirurgie esthétique. Ma mère, Catherine, tenait court en bout de table, irradiant la supériorité fragile d'une femme qui sait que ses cartes de crédit sont au plafond. Chloé s'est levée pour porter un toast. Elle portait une robe qui coûtait plus cher que mon prétendu salaire annuel. Elle a levé sa coupe de champagne, les bulles accrochant la lumière. À Juliette, a-t-elle dit, son sourire assez tranchant pour couper du verre. Pour avoir trouvé un homme comme Antoine qui ne se soucie pas des choses matérielles.
C'est tellement courageux de ta part de t'en tenir à ta robe bon marché, ma chérie. Ça montre vraiment ton... moi authentique. La table a ri. C'était un gloussement poli de haute société, mais ça m'a frappé comme un coup physique. Antoine a serré ma main sous la table. J'ai serré en retour, un signal silencieux. Attends. Tiens la ligne. Plus tard, ma mère m'a coincé près des toilettes. Elle a agrippé mon bras avec des doigts comme des serres. Tu dois signer le contrat de mariage que Philippe a rédigé, a-t-elle sifflé. Nous devons nous assurer que les actifs de la famille sont protégés. J'ai failli rire. Les actifs de la famille étaient un mythe que je subventionnais depuis une demi-décennie. Mais j'ai hoché la tête. J'ai joué le rôle de la fille obéissante une dernière fois. Je les ai laissés croire qu'ils m'avaient coincé. Je les ai laissés croire que j'étais le mouton. Je suis retournée à ma suite à minuit. Thierry m'attendait. Il semblait déplacé dans cette chambre opulente, sa mallette posée sur le fauteuil en velours. Il n'a pas perdu de temps en politesse. Il a ouvert le dossier. « C'est pire que ce qu'on pensait, Juliette », a-t-il dit. Il a étalé les documents sur la table basse. C'étaient des relevés bancaires d'un fonds de dotation que ma grand-mère Éléonore m'avait laissé. Je n'y avais jamais touché. Je voulais le garder pour les jours difficiles. Le compte est vide, a dit Thierry. Les retraits ont commencé il y a 6 mois. J'ai regardé les bordereaux de virement. 95 000 €, envolés. Et là, au bas des formulaires d'autorisation, il y avait ma signature. Sauf que je ne l'avais pas signée. C'est un faux, ai-je dit. Ma voix était calme, mais la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Ma mère a imité ma signature. Ils ont utilisé l'argent pour payer le lancement de la marque de Chloé, a expliqué Thierry. Les photographes, les faux followers, l'agence de RP, et le reste. Le reste est allé aux fournisseurs pour demain. Ils ont utilisé votre propre argent pour payer l'encre qui va ruiner votre robe. J'ai fixé le papier. Ce n'était plus seulement du harcèlement. Ce n'était plus juste une dynamique familiale toxique. C'était un crime. Ils avaient franchi la ligne de la cruauté pour entrer dans la criminalité. Ils avaient commis un vol aggravé envers la fille qu'ils traitaient de ratée pour soutenir la fille qu'ils appelaient une star. « Voulez-vous que j'appelle la police ?» a demandé Thierry. « Pas encore, ai-je dit. » J'ai ramassé le document falsifié. Il semblait lourd dans ma main, comme une arme. La police peut attendre que le gâteau soit coupé. Je veux qu'il se sente en sécurité. Je veux qu'il se sente victorieux. Je veux qu'il sourie pour les caméras. J'ai regardé Thierry. Préparer les écrans. La cérémonie fut un flou de roses blanches et de souffles retenus. J'ai descendu l'allée en regardant mes parents dans les yeux. Ils me souriaient, tamponnant de fausses larmes avec des mouchoirs en lin. Pour les invités, ils ressemblaient à des parents fiers, laissant partir leur fille. Pour moi, ils ressemblaient à des requins, encerclant un radeau. Ils pensaient que je marchais vers mon humiliation. Je savais que je marchais vers leur exécution. La réception se tenait dans la grande salle de bal. C'était une mer de lustre en cristal et de vieil argent. L'air sentait le parfum coûteux et l'anticipation. Je me tenais près de la table d'honneur, ma main dans celle d'Antoine. Il a pressé mes doigts. C'était le signal. Prêt. Chloé s'est approchée du micro pour le discours de la demoiselle d'honneur. Elle tenait un verre de vin rouge. Un très grand verre. Il était rempli à ras-bord d'un cabernet millésimé, sombre comme du sang. J'ai vu ses jointures blanchir autour du pied du verre. Elle n'était pas nerveuse pour le discours. Elle était nerveuse pour la visée. À ma sœur, a-t-elle commencé, la voix tremblante d'une fausse émotion. Qui a toujours... Oh, c'était une mauvaise performance. Elle a feint de trébucher sur l'ourlet de sa robe. Elle s'est jetée en avant. Le verre a quitté sa main. Le vin rouge a tracé un arc dans l'air au ralenti. La foule a poussé un cri étouffé. C'était une inspiration collective qui a aspiré l'oxygène de la pièce. Le liquide m'a frappé en plein centre. Il a éclaboussé le corsage de ma robe blanche et a cascadé sur la jupe en soie. Chloé a couvert sa bouche avec ses mains, les yeux écarquillés d'une horreur feinte. Ma mère s'est levée, prête à se précipiter pour jouer la martyre consolatrice pendant que les photographes prenaient le cliché sensationnel de la mariée ruinée. Mais le vin n'a pas pénétré. Il a perlé. Il a roulé sur le tissu comme du mercure sur du verre. Il s'est accumulé sur le sol à mes pieds, en une flaque sombre et humide, laissant la robe immaculée. Pas une seule goutte n'a taché la fibre. La salle est devenue mortellement silencieuse. Chloé fixait la robe, la bouche ouverte. Elle a regardé le verre vide, puis moi. Elle n'arrivait pas à comprendre la physique de la chose.
Elle ne savait pas qu'il y a 3 jours, mon équipe R, D, avait traité le tissu avec un nanorevêtement hydrophobe exclusif que nous avons développé pour nos vêtements de sport haut de gamme. Il repousse les liquides au niveau moléculaire. C'est une armure déguisée en soie. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. J'ai enjambé la flaque de vin, mes talons blancs claquant sur le parquet. J'ai pris le micro de la main tremblante de ma sœur. « Merci, Chloé », ai-je dit. Ma voix était stable. Elle a résonné sous le plafond voûté. C'était un joli toast. Mais je pense que nous en avons fini avec la comédie. J'ai levé les yeux vers la régie audiovisuelle et j'ai hoché la tête. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Les écrans géants derrière la table d'honneur, qui étaient censés montrer un montage de mon enfance, se sont allumés. Mais il n'y avait pas de photo de bébé. Il n'y avait pas de photo de remise de diplôme. Au lieu de cela, un relevé bancaire remplissait l'écran de 6 mètres. L'en-tête indiquait « Fonds de dotation Éléonore Valois ». Le solde indiquait « 0 ». Un murmure a parcouru la foule. Puis, la diapositive a changé. Elle montrait un formulaire d'autorisation de virement. La date remontait à 6 mois. Le montant était de 95 000 €. Et surligné en rouge, la signature en bas, Juliette Valois. À côté, un rapport d'analyse graphologique clignotait, déclarant la signature fausse avec 99% de certitude. Ma mère s'est figée. Elle ressemblait à une statue faite de cendres. Mon père a laissé tomber sa fourchette. Le cliquetis a retenti comme un coup de feu. Pendant 29 ans, j'ai été la fille invisible, ai-je dit dans le micro. J'ai marché vers le centre de la pièce. Vous m'avez dit que j'étais une ratée. Vous m'avez dit que j'avais de la chance d'être invitée à mon propre mariage. Mais vous ne m'avez pas invitée parce que vous m'aimez. Vous m'avez invitée parce que vous aviez besoin d'une victime. L'écran a changé à nouveau. Il montrait une chaîne de SMS entre Chloé et ma mère. Maman, assure-toi qu'elle se tienne sous la lumière principale. On veut que tout le monde voie la tâche. Chloé. T'inquiète pas. Je vais la faire passer pour une moins que rien. Antoine la larguera ce soir. Le hoquet de l'auditoire n'était pas poli cette fois. Il était horrifié. Antoine s'est avancé à côté de moi, le visage dur comme la pierre. Il a regardé mes parents. Ils s'affaissaient sur leur siège, paraissant minuscules et flétris sous la lumière crue du projecteur. « Mais il y a une dernière chose que vous devez savoir, ai-je dit. » Je me suis tournée vers Chloé. Elle tremblait maintenant, des larmes de panique traçant des sillons dans son fond de teint. « Tu postules pour un sponsor pour ta marque Lifestyle depuis 6 mois. Tu supplies pour obtenir un rendez-vous avec la PDG d'Aura. Tu voulais savoir pourquoi tu continuais à être rejetée. J'ai fait signe à la régie. L'écran a changé pour le logo d'Aura. Un apris doré et élégant. Puis, mon visage est apparu sur l'écran. C'était ma photo professionnelle issue de la liste Forbes 30 en dessous de 30, celle que je leur avais cachée. Je suis la PDG d'Aura, ai-je dit. Et Chloé, ta candidature est rejetée. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Chloé s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Mais ce n'était pas la robe ou le sponsoring qui les a brisés. C'était l'exposition. J'ai regardé mes parents. Pendant des années, leur cruauté avait ressemblé à de la force. Ils m'avaient dominé comme des géants. Mais en les regardant maintenant, dépouillés de leurs secrets, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas forts. Ils étaient creux. C'est l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. Ils avaient bâti toute leur identité sur l'apparence de la richesse et l'asservissement de leurs enfants. Ils avaient besoin que je sois petite pour se sentir grand. Ils avaient besoin de voler mon argent parce que sans lui, ils n'étaient que 2 narcissiques en faillite dans des tenues de soirée louées. Quand l'argent se révèle volé, le masque tombe. Ils ne ressemblaient plus à des parents. Ils ressemblaient à des accusés. Les portes latérales se sont ouvertes. 4 officiers de la police nationale sont entrés dans la salle de bal. Ils n'ont pas fait de scène. Ils ont marché droit vers la table d'honneur. Thierry avait déposé plainte il y a 1 heure. Faux et usage de faux. Escroquerie en bande organisée. Philippe et Catherine Valois, a dit l'officier. Mon père ne s'est pas débattu. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement un vide terrifiant. Il avait perdu son public, donc il avait cessé d'exister. Alors qu'ils étaient emmenés, la salle était silencieuse. J'ai regardé la foule. J'ai vu le choc. J'ai vu l'admiration. Mais je ne voulais pas de leur pitié. L'argent qui m'a été volé sera recouvré, ai-je dit. Mais il ne retournera pas sur mon compte. Ce soir, je lance la fondation Éléonore.
C'est une organisation à but non lucratif dédiée à l'éducation financière et aux ressources juridiques pour les survivants d'abus financiers. Chaque centime que mes parents ont pris servira à aider des gens à échapper à des familles comme eux. C'est la justice du semeur. La vengeance, c'est juste brûler la maison. La justice, c'est utiliser les cendres pour fertiliser le sol. Je ne faisais pas que les punir. Je bâtissais un héritage sur leur échec. Je prenais la douleur qu'ils avaient causée pour la transformer en pouvoir pour quelqu'un d'autre. J'ai posé le micro. Je ne suis pas restée pour le gâteau. J'ai pris la main d'Antoine. Et nous avons marché dans l'allée centrale, passant devant les invités stupéfaits, passant devant les restes de la vie que je vivais autrefois. Nous avons franchi les portes du Georges V et sommes sortis dans l'air froid et pur de la nuit parisienne. Je ne me suis pas retournée. Je n'en avais pas besoin. J'avais construit ma propre table. Et pour la première fois de ma vie, j'étais rassasiée. Si vous croyez que votre valeur n'est pas définie par l'opinion de votre famille, mais par ce que vous construisez de vos propres mains, cliquez sur j'aime. Partagez cette histoire avec la brebis galeuse de votre entourage qui a besoin de savoir quelle est en réalité la légende.